Bien le bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, nous sommes vendredi combien? Ah c'est vrai, on est le vendredi 19 avril. Et ben ce matin on se retrouve avec tous nos invités comme tous les week-ends. Et ce matin c'est Kenza Char qui s'y colle, c'est l'équipe de la matinale. Kenza Char qui reçoit Amir Berkan, ça faisait un moment qu'on l'avait pas reçu. Amir Berkan, représentant du réseau de la protection de la biodiversité, le rôle de la société civile dans la protection de la biodiversité. C'est l'un des volets qu'on entame d'ailleurs ce matin avec Kenza Char dans son espace qui est dédié à la société civile, à l'action sur le terrain, à l'action solidaire. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, nous sommes à quelques semaines, du mois sacré de Ramadan, et on en parlera, on aura l'occasion d'y revenir. Fethi Benachnou, le doc de la matinale, il reçoit ce matin Mohamed Kharous, président de la Fédération nationale des insuffisants rénaux, avec présentation de la Fédération nationale des insuffisants rénaux. Donc, il s'agit de Mohamed Boukhar, pour être plus Kharous. J'ai changé 50 ans d'histoire d'un coup. Je suis désolé, c'est ça la télé. Tu fais ce que tu veux, des fois tu donnes même de l'info poubelle. Allez, ce qui est sûr, c'est que c'est Mohamed Boukhar, qui est président de cette fédération nationale des insuffisants rénaux. Oui à la vie, oui aux dents d'organes. On en parle d'ailleurs ce matin. Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait parlé de la création de cette banque aussi, la banque d'organes, qui serait d'ailleurs alimentée par les personnes qui vivraient un drame, forcément les victimes des accidents de la circulation. On en est où sur ce volet exactement? Il y a eu même l'intervention des religieux pour essayer de diffuser, de sensibiliser les Algériens et les musulmans en particulier. Et ben aujourd'hui, on en parle. D'ailleurs, ce matin avec Mohamed Boukhar, c'est Fethi Benachnou. Et Imad Lamouri, ça vous dit quelque chose ou pas? Ben, c'est une voix de la radio. Il a été aussi un des visages de la télévision, pas celle-ci, mais d'autres télévisions. Son dada à lui, c'est la musique. Ah ben oui, faudrait le dire, il est violoniste. 2, la musique. Oui, parce qu'il a un groupe aussi, il fait partie d'orchestre, mais il a son petit groupe à lui. Les jeux vidéo, ça fait 3. Et 4, il participe à de grands tournois d'ailleurs. Il revient de Malaisie, on va en parler avec lui. Premier participant algérien dans un concours international de jeux vidéo en Malaisie. Parce qu'il y en a sûrement d'autres, mais dans d'autres pays. Mais là, c'est ce qui nous intéresse. On va en parler avec lui ce matin. Et puis on finira tout à l'heure avec Malika Ganti, Walid Nahab et Boalem Ben Guidish. Les 3 sont marionnettistes. On va parler d'un spectacle de marionnettes, mais aussi de formation pour les passionnés qui veulent devenir marionnettistes. Bah, ça tombe très bien, nos 3 invités vont vous en parler. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. Et vous regardez qui? Vous regardez Benjoura d'Algérie, qui vous présente la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Excellente matinée à vous tous. Bonjour Frédéric Cher, c'est la météo avec vous d'ailleurs ce matin. Merci Mahrez, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui le temps va changer, les nuages restent assez denses sur la partie ouest. Ils donneront quelques faibles pluies, parfois accompagnés d'orages. À signaler aussi un ciel de plus en plus nuageux vers le centre avec des pluies. Ces pluies seront sous forme d'orages avec des vents assez forts à l'intérieur, des vents atteignant parfois les 50 km/h avec des remontées de sable. À l'est, le ciel sera voilé avec développement de quelques foyers orageux à partir de l'après-midi et au courant de la soirée vers l'intérieur, les hauts plateaux. À signaler aussi des vents d'est à nord-est atteignant les 40 km/h. Sur la partie sud, on notera un temps souvent voilé au Nord-Sahara, au sud des oasis, avec des vents atteignant les 50 km/h en début de matinée, en se renforçant au fil des heures, des vents qui vont se renforcer au fil des heures jusqu'à 70 km/h, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable, ce qui va réduire la visibilité forcément. Donc soyez prudents sur la route. Les températures, les voici. Cet après-midi, elles restent de saison. On relèvera à 20 degrés pour Alger, Tizi Ouzou, 26 à Annabas Kikda, un minimum de 14 degrés pour Tiaret, 18 à Tlemcen, El Beït, 17 à Oran, 29 pour Guelma, 25 à Betna, 33 à Dulfa. Aujourd'hui, les températures vont baisser nettement à l'intérieur ouest. Puis sur la partie sud, on relèvera 25 à Béchar, 30 à Tindouf, 37 à Gerdaya,
40 Hassim Saoud Biskra, 37 à Ilizi, 32 Tamanrasat Janet, le Sahara central, 39 degrés pour Ain Salah et enfin le maximum reviendra donc aujourd'hui pour Burj Baji Mukhtar Angzam, même chose pour la wilaya de Hassim Saoud. À présent, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, le soleil s'installera dès le matin pratiquement partout, excepté vers le sud, cette fois-ci à Madrid ainsi qu'à Lisbonne, où le ciel sera parfois couvert et orageux, pluvieux aussi, avec 12 degrés à Madrid, 16 à Lisbonne, 24 pour Paris, Bordeaux, 21 degrés à Marseille, 19 à Dublin, 20 à Londres, 12 Copenhague, 21 degrés à Berlin, 21 aussi pour Prague, 19 à Varsovie, 23 à Budapest, 14 sous un ciel variable à Bucarest et enfin 17 degrés à Athènes. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h24. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Donc pour aujourd'hui, à retenir une baisse des températures à l'ouest avec quelques faibles pluies plus marquées vers l'ouest. Merci pour votre attention. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Voilà, temps variable sur le centre, vous l'aurez compris, avec des baisses et des chutes de température sur l'ouest du pays, avec des pluies assez marquées aussi. En tout cas, couvrez-vous, n'oubliez pas vos parapluies. Merci, Fadel Cher, à midi, le rendez-vous. Avec plaisir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, quant à nous, Nawel Mbarak, le Marassem, extrait de son album. Bah oui, son album.
Elle vous a plu en plus, hein? Oui. Ouais. Surtout aujourd'hui où je suis un petit peu triste Pourquoi? et désabusé par le thème de la chronique d'aujourd'hui. Ça, c'est... D'accord, Ça va docteur. faire mal. Non, La non. santé, il faut en parler avec passion, avec énergie, comme d'habitude. Et c'est ça. Vous n'allez pas plomber l'ambiance en disant que vous êtes triste. La maladie fait partie de la vie. Et les gens comme vous sont là aussi pour comment on dit en arabe, khafaf. Alayhom. Khafaf. Et surtout les aider. Vous n'allez Surtout. pas nous plomber. je veux Voilà, dire. non, pas plomber, pas Nul dans... n'est à l'abri de la maladie, mais tant qu'on n'est pas malade, il faut profiter de la vie Comment on en prend avec oui, modération et modérément. Oui, c'est vrai. Bon, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes... c'est- Avec un grand militant. Ah bah oui, il est Concernant- président d'ailleurs de la Fédération algérienne et Pour la la Fédération santé. nationale des insuffisants rénaux. Monsieur Mohamed Boukhars, comment allez-vous? Alhamdoulilah. Boukhars, hein, je ne me suis pas trompé. Boukhars. Boukhors. Ouais. Très bien. C'est un militant en ce qui concerne ce qu'on va traiter aujourd'hui. L'insuffisance rénale, c'est un domaine où moi je ne vais pas parler aujourd'hui. Je vais surtout demander à M. Boukhors c'est quoi l'insuffisance rénale et quelle est la réalité aujourd'hui en Algérie de l'insuffisance rénale, comment on la prend en charge et surtout chez les enfants et qui est responsable de ça. On y va? Tfadal. Bon, on va parler كما en français parfois نستعملوا هذر اللغة اللي حبيت يا سيدي تحب تهضر باش بالشوية هضر المجتمع بالشوية. باش المجتمع يفهمنا. On évite واسمه académique, les termes pompeux, les termes médicaux qui ne sont pas compris par la population. Donc nous allons inchallah parler terre à terre pour que la population تاعنا والمسؤولين ثاني كيفهموا واش راهو صاري. Voilà, les responsables. Surtout cela باش يفهموا واش راهو صاري. Voilà. Sur le terrain, en réalité. Oui, c'est la réalité du terrain. La réalité du terrain. Voilà. Donc, cette maladie, on a plusieurs causes. Il y a des maladies qui génèrent cette pathologie rénale. Les maladies, on pourra en parler, mais il faut beaucoup de temps. Elle génère, une maladie qui s'appelle l'insuffisance, un état qui s'appelle l'insuffisance rénale qui est irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, oui. C'est une maladie. Sauf en cas de greffe. C'est, et le cas de greffe, justement, on en parlera, c'est aussi un traitement, ce n'est pas une issue. Voilà. Donc, il y a plusieurs maladies qui induisent cette pathologie rénale. Et nous allons beaucoup plus parler concernant les enfants, parce qu'ils sont plus touchés par certaines maladies infantiles qui ne sont pas prises, on va dire qu'ils ne sont pas prises au sérieux d'abord à l'avance. À titre d'exemple, nous avons informé, il y a 2 ans de ça, nous avons écrit au ministère de la Santé et au ministère de l'Enseignement supérieur concernant la prévention scolaire. Les UDS. Qui peut s'effectuer par des bandelettes urinaires qui ne coûtent pas cher, etc. Il y a 2 ans de ça, le ministère de la Santé nous a répondu que ce sera en deuxième intention. On ne sait pas ce que veut dire la première d'abord, intention, c'est la seconde. Quant au ministère de l'Enseignement... Vous avez adressé votre courrier à qui? Au ministère de la Santé. Et qui vous a répondu? Le directeur de la prévention D'accord. de la Santé qui nous a répondu. Il y avait un silence de la part de l'Éducation nationale. Et le 28, 2 ans après, jour pour jour, le 28 août 2018, la même lettre pour les 2 ministres et la ministre de l'Éducation nationale et un responsable nous répond par téléphone, ce n'est pas nous, c'est les autres. D'accord. Et les autres, c'est le ministère de la Santé. Comme toujours. Sauf qu'à l'époque, Hasb Bellaoui, qui était ministre de la Santé, était plus occupé de nous expliquer que le serpent était gentil et qu'il ne fallait pas le déranger. Voilà. Donc du coup, on sait très bien la bêtise dans laquelle on baignait à l'époque du côté du ministère de la Santé. Maintenant, passons. Encore un petit mot. Donc, alors que le ministère de l'Éducation nationale en doit à peu près 8 milliards par an pour la prévention scolaire. Chaque année, il y a tout le monde. Et quand on leur a Les écrit... fameuses UDS dont on parle pratiquement chaque semaine. Oui. Unité dépistage, dépistage et de suivi. Oui, mais la subvention qu'on leur donne concernant la prévention scolaire. Voilà. Et quand on les a informés en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, quand ils ont
repris pour le budget 2019, ben, ils ont évacué les 9 milliards hadik bash ma ybanouch. Voilà. Bon, bref. Donc, ces enfants-là ne sont pas découverts à temps. Je rebondis encore une fois sur l'éducation nationale. Nous avons informé que dites à tous vos enseignants de ne pas laisser les enfants se retenir d'aller uriner. Bon, on va parler d'aller uriner. Et c'est là où l'enfant, suite à la rétention, il se retient. Ou bien parfois, et c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours de ça, une fillette m'a le WC, elle avait uriné sur elle-même, sous soi, comme on dit, et on va dire, elle a été la risée de la classe. Chikha, kharjatha fi tableau قدام tous les enfants, c'est lamentable. Bref, donc ces enfants-là, arrivant suite à cette pathologie qui se trouve être un reflux d'abord, ou bien il y a la vessie neurologique, et on ne sait pas qui... Ce sont des situations pathologiques qui retentissent sur les reins et qui en fin de compte le détruisent, et quand il est détruit, il y aura l'insuffisance rénale. Ils arrivent en insuffisance rénale, et qui dit insuffisance rénale dit en traitement. Voilà. Donc les traitements se trouvent être l'hémodialyse pédiatrique, qui malheureusement n'existe pas chez nous. Voilà, oui. Pardon. L'hémodialyse, c'est une fois les reins détruits par des maladies ou par des situations de non-prévention, le rein n'est plus fonctionnel alors qu'il est fondamental dans le corps humain. En tant qu'organe, il nettoie le corps humain. Là, il ne fait plus son boulot, il faut faire appel à une machine qu'on appelle l'épurateur. L'épurateur. Et une fois malade, ce rein, on l'expliquera plus tard, ce rein... Ah, moi, je vous conseille d'expliquer maintenant, parce que depuis le début, vous dites j'explique plus tard, j'explique plus tard. Alors, le problème, c'est que plus tard, il n'existe pas. Il n'y aura pas de temps. Exact. Ok. Donc, le rein fabrique des hormones, l'hormone de croissance. Voilà. Ouais. Il ne la fabrique plus. Et comme il ne la fabrique plus, et que l'enfant, une fois arrivé en dialyse, les médecins ne lui prescrivent pas l'hormone de croissance et il reste un nain. Et parfois, il moto. Il devient un bossu ou il moto. Monsieur Boukhors, qu'est-ce que la dialyse? C'est quoi? Surtout chez un enfant. Alors, la dialyse chez un enfant, d'abord, elle s'appelle la dialyse pédiatrique pour enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a la dialyse adulte, où il faut utiliser certains composants que vous voyez ici. Ouais. Voici par exemple, matériel, ça c'est un rein artificiel. C'est cela. Un rein artificiel, F8, ça veut dire 80 kg, pour le bonhomme qui pèse 80 kg. Ouais. Il y a le F7, le F6, le F9, F10, etc. Selon le poids de la personne. Selon le poids et l'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle de l'enfant. Le rapport poids-taille. Et qui dit rein artificiel de cette grosseur-là, il y a aussi si on veut la tuyauterie, où le sang sort par cette tuyauterie vers le rein artificiel, vers la machine. Il transite vers la machine. Il transite par ça. Alors là, il y a l'eau de dialyse. Le liquide de dialyse. Oui, c'est un liquide de dialyse qui devient un médicament dans une station de traitement d'eau, passe dans un sens cet appareil, ce dispositif. Ce dispositif, c'est le rein artificiel, et le sang rentre de l'autre côté pour ressortir. Voilà, ouais. Donc les déchets humains s'arrêtent ici, et là, après cela, il remonte tout cela. Alors, on le jette à la fin. Le problème qui se pose actuellement chez nous, c'est cette dialyse. Ça, c'est la dialyse adulte. Malheureusement, nos enfants qui pèsent moins, ils développent cette même. Automatiquement, tout le sang qui sort de l'enfant à travers toutes ces tuyauteries et vers ça, aussi déroule et le cœur et il ne tient pas, et 3, 4 ans, 5 ans plus tard, il monte. Parce que ce n'est pas adapté aux enfants. Ce n'est pas adapté, c'est pour ça que j'ai dit que la dialyse pédiatrique n'existe pas chez nous. D'accord. Voici un rein pour bébé. Pour bébé, vous voyez la différence. Pourquoi maintenant place-t-il ça au lieu de ça, ce qui existe chez nous? Parce qu'elle coûte moins cher. Donc là, si on veut, le kit de dialyse quand vous dites coûte moins cher. Mais vous parlez du secteur public ou vous parlez même des centres de dialyse? Parce que les centres de dialyse existent aujourd'hui. J'arrive, justement.
dans le privé. Hein. Alors, on ne comprend pas d'abord pourquoi. Et c'est remboursé par la sécurité sociale en plus. Et ça a profité à beaucoup. Et c'est la logique. Hein, j'ouvre juste la parenthèse. Et ça a profité à beaucoup de personnes bien placées qui ont fait ouvrir des cliniques à certains parce qu'ils savaient que, comme c'était remboursé par la sécurité sociale et que le nombre de dialysés en Algérie est incalculable aux yeux de ce que nous avons comme maladie, comme pathologie. Comme diabète et comme hypertension artérielle, grosse fournisseuse certains se sont enrichis au prix fort sur le dos de la misère d'autres gens qui étaient dans le besoin. Oui, c'est vrai, mais maintenant ils sont en train de payer leur erreur. Qui est en train de payer l'erreur? Parce que ces gens-là, d'une manière générale, je parle les privés, pourquoi? Parce que la CNAS ne leur rembourse qu'une infime partie de ce qu'il faut pour cette dialyse. Alors là, ils sont obligés de trafiquer, ces gens-là sont obligés de trafiquer en diminuant le temps de dialyse pour les enfants, pour les malades en général, et diminuer aussi le temps de désinfection du générateur, et ça c'est criminel. C'est-à-dire pour gagner, pour faire passer plus de patients. Voilà, non, parce qu'ils n'ont pas la valeur, si on veut, comment on appelle, le remboursement d'une dialyse normale comme il faut. La CNAS avait signé une convention avec les unités privées à l'époque, en 2006, et cette convention n'a jamais été changée, c'est-à-dire que les prix sont restés standards. Monsieur Boukhars, s'il vous plaît, moi j'aimerais que vous continuiez sur le matériel qu'on utilise pour des enfants. Est-ce qu'on peut juste ouvrir la parenthèse et saluer les... Vous savez que depuis quelques mois, l'Algérie est en plein changement, que l'Algérie est dans la rue, que l'Algérie réclame une nouvelle ère, que l'Algérie réclame tant de choses, et qu'elle se révolte tout simplement, et que certains médecins, par solidarité, en voyant les conditions de vie, en voyant les moyens des plus nécessiteux, des familles modestes, ont décidé dans plusieurs wilayas du pays de baisser le prix de la consultation. On est redescendu à des chiffres qui étaient normalement acceptables par la morale collective. C'est-à-dire qu'on n'était plus à 2000 dinars la séance, on n'était plus à 1500 dinars la consultation. Certains médecins dans certaines wilayas ont baissé jusqu'à 500 dinars pour dire nous sommes solidaires avec cette Algérie, nous n'avons pas... Et il est vrai que beaucoup se sont enrichis sur la misère et sur le dos de la misère de certains et des drames que vivaient certaines personnes. Il y a bien des médecins consultants qui sont morts, à qui on rend hommage, qui, il y a bien longtemps, c'est eux-mêmes qui finançaient l'ordonnance qu'ils avaient prescrite pour les malades. Ça, il faut le reconnaître. Le matériel, M. Boukhars, c'est ça qui m'a choqué. Quand un malade arrive en hémodialyse, un enfant. Un malade d'une manière générale et l'enfant. Donc, déjà, il a un pied dans la tombe, il faut immédiatement le dialyser. La première des choses à faire, c'est lui placer un cathéter, soit un cathéter jugulaire, c'est un cathéter, c'est un conduit, c'est qu'il relie au... Malheureusement, ce cathéter-là est placé sans anesthésie, malheureusement. Pourquoi? On ne sait pas. Très bonne question. On le sait pas. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire qu'il est placé sans anesthésie parce que l'anesthésie coûterait un peu plus cher que les... Oui, mais il est dans un hôpital étatique. Parce que ce cathéter est placé uniquement dans les hôpitaux. Chez Boukhars, vous vivez dans quel pays? Nous vivons... Non, mais vous vivez dans quel pays? Quand vous me dites que vous êtes dans un hôpital étatique, vous connaissez toutes les difficultés des hôpitaux publics. Vous connaissez l'immoralité de certains médecins aussi qui font du recrutement pour aller en clinique privée. Mais vous savez très bien que certains appareils n'ont jamais été déballés de leurs emballages. Vous savez très bien que certains médicaments n'ont jamais été donnés. Qu'on a fait mourir des gens, les laissant sur des listes d'attente pour passer en... Eh ben voilà, quand vous me dites... donc du coup, c'est la malhonnêteté, c'est ça? Et on va revenir... Et le manque... Mais par contre, j'ouvre la parenthèse si vous le permettez, M. Boukhars, parce que nous n'avons pas le droit non plus de montrer du bout des doigts l'ensemble du personnel du secteur de la santé, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent leur vie à la santé, aux patients, et ça, on doit les saluer pour cela. Mais il faut aussi
et avant tout que l'on fasse de l'autocritique pour essayer d'arranger aussi ce qui ne va pas. C'est pour l'amélioration. C'est ça. L'anesthésie, il y a une crème, il y a une pommade pour quelle est l'histoire de cette pommade anesthésiante? Elle est là, on va arriver à l'anesthésie. Voilà, Donc, et ces cathéters, malheureusement, parfois, ils sont introuvables dans les hôpitaux et on peut les acheter chez l'épicier du coin. Très bien. Je l'ai acheté moi-même pour 8000 dinars à 2 reprises dans un hôpital. Utilisable combien de fois? Vous l'avez acheté où? Une seule fois. Je l'ai acheté à l'intérieur de l'hôpital. Moi-même. Pour une malade qui allait mourir, donc il fallait faire vite. Bref. Vous avez acheté vous-même De propre poche. Attends, Voilà. il y a un truc qui ne va pas là. Vous avez acheté dans un hôpital? Oui, dans un hôpital. Public. Parmi des gens. Asbar. À l'intérieur d'un hôpital. d'un siège. Non, sérieusement, on doit Non, juste... c'est sérieux. Vous étiez dans quel hôpital? Vous avez peur de ça? Non. Expliquez-vous maintenant. Vous l'avez vécu vous-même, c'est pas de la diffamation. Je l'ai acheté. Quel était l'hôpital, à 2 Mohamed reprises Boukhar? au CHU de Blida. CHU de Blida, vous êtes rentré, comment on appelle ça? Il y a un cathéter. Un cathéter. Le cathéter n'était pas disponible, mais dans les couloirs de l'hôpital, vous avez réussi à racheter Pas ça. dans les couloirs de l'hôpital, dans le jardin juste à côté de l'unité d'hémodialyse de Blida. Et qui vous l'a vendu? Je ne demande pas le nom, mais qui vous l'a vendu? Un infirmier. Un infirmier vous a vendu un cathéter. Oui. Qui le ramenait forcément de la pharmacie de l'hôpital. De l'hôpital. Bien sûr. Oui. 8000 dinars pièce. 8000 dinars pièce. Ensuite, il y a aussi un cathéter qui se vendait dans une villa à deux, je ne sais pas où. Nous avions informé à l'époque le ministre de la Santé en lui donnant l'adresse du lieu villa où on va aller. etc. Et c'est resté lettre morte. Évidemment, avec facture. Autre chose encore, avec facture. Autre chose, Avec facture ou avec facture. C'est légal alors. C'est légal. C'est légal quand on sait que certains utilisent des instruments comme la classe, la casse-noix et autres pour punir certains qui n'ont pas le même avis que ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors on leur envoie des outils comme cela pour leur tomber dessus. La crème Et là vous anesthésiante. me dites qu'on fait une facture dans une ville là. C'est très bien. La crème anesthésiante. Mais c'est légal bien évidemment. À chaque fois qu'on découvrait des anomalies, on informait Paris qu'il y ait les ministères et c'est resté lettre morte. Bref. Alors, autre chose aussi qui est très grave. Ce malade-là, le médecin doit avoir accès au sang. Oui. À travers quoi? D'abord, initialement, comme on l'a dit avec ça. Ensuite, il ne peut tenir que quelques jours. C'est ça. Et il faut confectionner une fistule, c'est-à-dire raccorder une artère, une veine, C'est ça. pour qu'il y ait un accès au sang pour cette aiguille. Là, il y a 2 aiguilles qui se placent dans la main. On va la voir. Gardez-la juste dans votre main. Oui. Vous allez les Voilà. voir. Est-ce qu'on pourrait juste... Vous allez les voir. Voilà, c'est très bien. C'est Voilà. largement suffisant. Gardez Voilà. comme Très ça. bien. هبط فيها يدك. Donc c'est des aiguilles. هبط يدك. Voilà. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc, C'est très très bien. Alors, cette fistule, depuis 1980, c'est-à-dire où l'insuffisance rénale a été reconnue en Algérie, Oui. est payante. Payante par qui? Est payante par le malade. À l'hôpital? ما يديروها chez l'hôpital, le médecin لازم يدير له في l'hôpital يديرها له dans une clinique privée où il doit payer jusqu'à 2 millions et demi. Ça, c'est dans le cadre... Pour l'adulte. Pour l'enfant, c'est plus, 3 millions. Et Vous parlez de la fissure? Fistule. Fistule. Fistule, une fistule. Merci, C'est docteur. un abord, Qu'est-ce qui était qu'on contre? appelle abord vasculaire. D'accord. Et cette fistule-là, parfois, ne tient pas, soit suite à une thrombose, soit une sténose. Oui. Il faut lui changer d'endroit. Donc imaginez-vous, il y a des gens qui possèdent 6, 7 jusqu'à 10 fistules, donc vous multipliez par 20 000 dinars. Et intéressez-vous, c'est important, à l'épaisseur. Est-ce qu'on peut faire un gros plan? Non, on l'a vu, on l'a vu. L'épaisseur. C'est une aiguille à tricoter. L'épaisseur est très importante. Alors là, imaginez quand l'enfant est ramené, on va dire, est ramené par son père et sa mère. Imaginez un enfant de 2-3 ans que vous allez voir là-bas. Voilà, on est en train de voir. هذه encore كبيرة, il y a d'autres enfants. إيه. Alors يجيبوهم يذبحوا comme toujours. Il faut donc يربطوه في la chaise. يذبحوا, ça veut dire pendant يبكوا. 4 heures. Imaginez quand le médecin arrive avec ça. باش يحلها. Alors imaginez ce que... Mais est-ce que ça c'est adapté aux enfants? Malheureusement. Voilà, très bonne C'est question. adapté pour les enfants à condition qu'il y ait une pommade anesthésiante, je ne vais pas montrer le mot,
Allez, je regarde. Allez, Est-ce qu'elle est produite en Algérie, cette pommade? Elle n'est pas produite en Algérie, mais elle fait partie du kit d'hémodialyse. D'accord. Et cette pommade, en 2012, un médecin qui faisait partie de la commission de médicaments ne l'avait pas accepté. Il l'avait retiré du kit d'hémodialyse. Ah oui. Oui. Et elle a dit que c'est un produit de luxe, monsieur Bon. J'allais le dire. Mais c'est AstraZeneca. AstraZeneca existe en Algérie. Oui, mais حبسوها en 2010 كي حبسوا la pommade, Ouais. AstraZeneca ولات ما تجيبهاش, c'est tout à fait normal. C'est ça, elle était interdite d'un... Elle coûte 5 euros, bon, chez eux, 5 euros. 5 euros. Bon, bref, pour les enfants et surtout pour les malades chétifs. Et ce médecin-là, Gali, c'est un luxe. Vous imaginez ce que c'est, Gali, oui, c'est un luxe. Et ce médecin se trouve maintenant Dans les hautes sphères de la santé. Dans les hautes sphères de la sécurité شكون sociale. هذا؟ De la sécurité sociale. شكون Il se هذا؟ retrouve ministre de la sécurité sociale, du travail et de la sécurité sociale. C'est qui? L'ex-directeur général de la CNAS, Comment il Monsieur s'appelle? Tidjani Haddam. Tidjani Haddam. Oui. Il est actuellement ministre? Il est ministre entre guillemets. je dis. Travail et sécurité Ministre sociale. entre guillemets. Bref, voilà donc plus ou moins la situation. Il y avait une fillette qui a été ramenée de Ouergla, elle avait 5 ans, chez un médecin Blida, qui dire les cathéters, les fistules. À combien il est placé? Eh bien, il y a 14 millions. J'étais présent à Etoli, on était obligé d'aller récolter les 14 millions, qu'on avait fait à plusieurs reprises, lequel on avait informé le ministère que ce médecin-là opère à Blida, dans une clinique, alors qu'il est d'une autre wilaya, il venait opérer à Blida, etc. Et comme il y a complicité générale, etc. Autre chose aussi. J'espère qu'elle n'a plus lieu dans le futur, d'après ce bouillonnement d'oxygène en Algérie. Alors, on compte beaucoup sur ça. Inch'Allah. Donc ça c'est l'hémodialyse. Oui. Et c'était l'hémodialyse en centre. Ouais. En centre. Où il faut des machines, etc., etc. Maintenant, il y a la deuxième variante. Et on finit, hein, parce qu'on sera obligé d'écourter votre passage. Vous nous avez fait beaucoup de problèmes. Je rigole. Imagine le gars direct. Non. C'est vaste comme domaine. شوف شنديرو Mohamed Boukhars, ce qu'on peut faire exactement, si en coupe en deux. Je veux dire, c'est un sujet très intéressant parce qu'on parle et de la prise en charge qui devrait être faite en théorie, et de l'autre côté, on parle des anomalies que l'on vit au quotidien. Acheter un cathéter dans un jardin d'hôpital public par un infirmier qui travaille dans le secteur public, c'est inadmissible. Penser que l'actuel... D'accord. Pensez qu'on enfonce ces aiguilles aussi grosses d'adultes. Non, pensez que la fameuse commission qui a été mise en place par le ministère de la Santé et qui dit à un moment, non, les pommades, on les importe pas, on les produit pas en Algérie, on les importe pas, c'est aux malades de supporter la douleur. C'est un luxe. C'est même pas un malade, un enfant. Je vais vous dire. Imaginez un enfant. Je vais vous laisser finir avec juste un point. Je vais vous dire une chose. Un grand responsable du secteur de la santé, son fils est tombé sur du goudron. Il s'est ouvert cette partie et il a été envoyé en France en prise en charge. C'était votre ancien ministre de la Santé. Monsieur, si vous le permettez, on finit juste avec le dernier point. Le dernier point, après vous reviendrez. Vous conviendrez avec lui, vous revenez. Je sais parce que c'est très vaste comme... Je sais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va rester toujours dans cette hémodialyse-là. Donc, ce qu'il faut, d'abord, il n'y a pas un plan insuffisance rénale. Il est urgent, si tu permets, je prie, dans le cadre de ce bouillonnement, qu'il y ait, au même titre qu'un plan national anti-cancer, qu'on s'occupe de l'insuffisance rénale, formation, surtout il n'y a pas de médecin néphrologue pour enfants. Mohamed Boukhars, vous revenez quand vous voulez. Vous fixez rendez-vous pour demain ou après-demain. En tout cas, on se fera un plaisir. Myriam se fera un plaisir de vous inviter, qui est notre rédactrice en chef d'ailleurs, avec vous. Parce que c'est pas une question de thème, c'est pas le thème qui nous fait peur. C'est que il est déjà 9h35 et nous avons 4 autres plateaux. Et d'ailleurs, si vous voulez revenir demain, vous êtes le bienvenu. Demain, on peut faire la suite. On peut faire une proposition, une journée nationale dédiée, un fil rouge à la radio et à la télévision sur l'insuffisance rénale. Alors, un fil rouge toute la journée. Vous vouliez dire
Bon, je vais m'absenter pendant une dizaine de jours. Vous reviendrez juste après, Je reviendrai après, Inch'Allah. on sera honoré en tout cas de continuer à parler de la Fédération nationale des insuffisants rénaux. Et encore, on a entamé juste l'introduction à qu'est-ce que l'insuffisance rénale, à sa prise en charge chez l'enfant et chez l'adulte. Et la réalité du terrain. Après, on parlera prochainement, bien évidemment, tout simplement du travail qui est fait sur le terrain. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec un groupe de passionnés. Ils vont nous parler de spectacles de marionnettes, de formation des marionnettistes. Et ils se rendent sur le plateau dans quelques instants, juste après, d'ailleurs, ce reportage sur Santé d'Homme. Santé d'Homme qui a été rencontré par Lilia Benassa. Allons-y. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je fais l'objet le patient ou je donc par exemple, حبيت une sonde urinaire. Donc أنا هنا نشوف les infirmiers اللي عندي كيما هنا في le planning. De quel côté? بير خادم. Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a بير خادم. Donc on assure la disponibilité de l'infirmier. نشوف معاه نقول له voilà عندنا un patient اللي يحب la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il يجوز لها. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques.
Allez, excellente matinée à vous tous. On se retrouve ce matin sur Canal comme annoncé. Tout autre thème, même si le premier était très intéressant. On y reviendra d'ailleurs dans les prochains jours sur la Fédération nationale des insuffisants rénaux en parlant des bonnes et des mauvaises choses. Bon, aujourd'hui, on a plus mis l'insuffisance du secteur en avant, mais la prochaine fois, on parlera aussi du travail de la société civile sur le terrain, de la Fédération nationale des insuffisants rénaux notamment, de l'ensemble des associations également qui activent pour accompagner les personnes malades, les insuffisants rénaux et pour essayer d'alléger un peu leur souffrance. Ce matin, on va passer à un autre thème aussi. On va parler de la formation, on va parler d'un art. Est-ce qu'il est classé, votre art? On le considère comme quoi exactement? La marionnette, c'est quoi? C'est du cinéma, c'est du théâtre? Non, c'est plus du théâtre. Bah, les arts de la marionnette, c'est les arts de la marionnette. C'est un art à part entière. Oui. Alors, bienvenue à nos trois invités sur le plateau. Boualem Benguedache. Oui. Alors, vous êtes formateur, vous êtes marionnettiste, c'est comme ça qu'on dit. Oui, hein. je suis marionnettiste. De passion et de métier? De passion, de métier, convaincu, enfin tout quoi. On va revenir un peu sur votre parcours dans quelques instants. Oui. Alors, vous dire que vous êtes installé à Paris. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Wahid Nahab. Bonjour. Bonjour, Ouais. Mahrez. C'est plus un, c'est qui, lui, il représente qui en réalité? Ben, présente-toi. Ben voilà, bonjour Mahrez, je m'appelle Ali. Elle est en mode PPDA quoi. Alors du coup aussi Malika Guettini. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Alors vous avez un autre personnage entre les mains et ce personnage-là s'appelle? Il s'appelle Zohra. Zohra. Oui. Eh ben très bien. Alors du coup on va revenir un peu à vous si vous le permettez. Oui. 88, vous partez en France. Vous habitiez où auparavant à Alger? En Algérie. Non, moi je suis né, oui, effectivement, je suis né en Algérie, mais je suis parti en février 62 en France. Février 62. Donc ça fait. Après, je suis revenu effectivement en 81. J'ai été professeur ici à Benaknoun pendant 3-4 ans. Puis après, je suis reparti. Professeur où? Dans un lycée? Dans un... Oui, je formais les futurs professeurs d'éducation physique et sportive. D'accord. À l'ISTS? Oui. D'accord. Oui. Vous en gardez de bons souvenirs? Oui. Ouais. Et vous repartez en France? Et après, je repars en France. À quel moment vous vous lancez dans la marionnette? En 86. En 86. Ouais, quand je suis reparti. Vous vous dites c'est ma passion quoi. Bah, j'en avais deux. En fait, quand j'étais jeune, je me suis dit est-ce que je fais du théâtre, est-ce que je fais du sport? J'ai penché dans un premier temps pour le sport, j'ai fait une carrière sportive. Ouais. Mais j'ai toujours gardé un contact avec le théâtre. Et de ce fait, lorsque je suis rentré en 86, j'ai décidé de faire toute autre chose. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire du théâtre. Ouais. Donc je suis rentré à l'école du théâtre. J'ai commencé à faire d'abord, à me lancer sur l'éclairage. Et petit à petit, ça s'est glissé comme ça, tranquillement, jusqu'à la marionnette. Et j'ai vraiment commencé à faire de la marionnette en 88-89. Et en sport, c'était quoi votre discipline? Le 800 mètres. Ah, vous faisiez de l'athlétisme? Oui. Vous aviez quel temps sur votre meilleur 800 était à combien? Ouais, je sais même plus. Vous étiez en dessous des deux ou au-dessus des deux? Non, en dessous des deux. En dessous des deux? Bien, hein, ouais. Ah ouais, en dessous des deux, vous faites partie du quota mondial quoi. Oui, je connaissais bien certains sportifs comme M. Boualem Lahoui, Oui. qui m'a d'ailleurs hébergé, je me rappelle, quand j'étais arrivé à Alger, dans un premier temps, parce que je ne savais pas où dormir. Oui. Donc c'était lui qui m'avait accueilli. Donc je le remercie. Vous avez dû connaître les Mahour Bacha, les Atman Les Belfast qui va avec. les Morsli aussi, ouais. les Kram, les Rachid Kram, enfin. Vous avez connu tout le monde quoi. Oui. Alors la marionnette, votre premier personnage, Oui. c'était qui? Comment s'appelait votre premier Quand personnage? j'ai commencé à... Waouh. Vous vous en rappelez pas? Il vous a pas marqué lui? Si, c'était Cœur d'horloge. Ouais. Oui. Cœur d'horloge. Oui. Qalb Saa. Je sais pas si ça dit Qalb Saa. Ouais, ça doit être ça. Oui. Et depuis, à quel moment vous êtes lancé dans la formation aussi? Alors la formation, c'est venu quand même beaucoup plus tard. Ouais. Parce que j'étais plus dans la fabrication, à répondre à des commandes, à participer à des créations. Ouais. Et ensuite, former, ça m'est venu à l'idée où je me suis dit, tiens, tout en le faisant en France également, je me suis dit, tiens, il faudrait que je le fasse aussi en Algérie. Ouais. Et donc je suis parti en Algérie. Je suis allé au festival de Antemouchan. C'est là où je rencontre Wahid. Et donc du coup, j'ai proposé à Wahid et aussi à d'autres marionnettistes que j'avais rencontrés à ce moment-là d'essayer de former un collectif de marionnettistes. Ouais. Mais cette histoire n'a pas marché.
Ça a été très difficile parce que je pense qu'en Algérie, le monde de la marionnette reste quand même encore un univers très étrange et très méconnu. Oui. C'est mon avis, hein. Après il peut être complètement partagé, mais et donc du coup ça a été très difficile et je pense que de la part des gens, des institutions qui orchestrent tout ça, je pense qu'il n'y a pas une grosse volonté à vouloir faire en sorte que la marionnette, les arts de la marionnette, eh bien, essayent de grandir, essayent d'évoluer. C'est un constat un peu... faut pas prendre ça négativement. Non, mais disons que c'est pas un art qui est hyper développé en Algérie. Je veux dire, on n'invente pas cela. Mais au contraire, il faut savoir ce qui se passe pour savoir ce qu'il faut faire aussi, parce que sinon, sinon on n'avance pas, quoi. Alors du coup, avec nous, donc Wahid Nahab, tiens, il vient de parler de vous. Vous, la marionnette, ça date de quand? Comment vous êtes tombé dans ça? Ça date depuis la première expérience, enfin la première édition du Festival national de Inti Motion. Je pense que c'était en 2008-2009. Vous étiez dans le public ou vous étiez... Non, j'ai participé dans le IN, comme on appelle, le IN. Je me rappelle, c'était la première pièce de théâtre qui tournait autour de l'environnement. Oui. Je me rappelle. Et là, vous tombez amoureux de je suis tombé directement de... c'est-à-dire, à la base, je suis comédien théâtre, animateur. Et c'était plutôt plaisant pour moi c'est-à-dire au lieu d'utiliser mon corps pour la comédie, alors donner de la vie à un autre objet, c'est encore plus... c'est cela. Mais vous ramenez d'où vos marionnettes? Il faut en parler alors. Ouais, on va en parler dans quelques instants. Alors, on va voir du côté de Malika. Malika Ghetini, vous la marionnette, ça commence quand et ça commence où? Alors, c'est Malika Ghetini. J'ai fait l'école supérieure de l'art dramatique, ISMAS. Oui, ISMAS, ouais. Ah oui, et j'ai fait le conservatoire. Premier contact avec le marionnette en 2017 à l'Ordon. J'ai fait un petit stage. Après le premier contact يعني تاع الصح كيما نقولوا حنا سي افيك ميسيو بولان اللي نوجه له يعني نشكره بهذه المناسبه. Comprenez tout ce qu'elle vous dit? Oui, bien sûr. نوجه له يعني الشكر بهذه المناسبه انه درنا سبيكتاكل يسموه تيريال avec le théâtre régional de Alma qui fait حنا كنا des marionnettes et en plus نخدموا avec le marionnette. Et deuxième contact avec le marionnette c'est avec Zora, le duo avec Ali aussi, qui on a parlé beaucoup de choses vers. Vous faites un petit quelque chose là? Oui. Regardez la caméra. Je sais pas comment ça se passe. Elles font très vrai en plus. Allez-y. Alors, علي شربت القهوة؟ يا الزهرة والله العظيم غير خليتها ناس برا في لي كوليس وراني جيت. أو نو، علاش راك تهدر معايا هكذا؟ وراني نهضر معاك نورمال وراني مقلق شوية على اللي مازال ما شربتش القهوة نتاعي. ما تهدرش معايا هكذا؟ أوه سا كومونس دايما أكتو يا محرز أكتو. أوه ديجا أون غاليري باش نجيو من فرنسا لهنا هاك تشوف دايما ظلت نقرش عليا. قلت لك ما تهدرش معايا هكا. Monsieur Boileau, parle avec Ali. Non mais Ali, il n'a pas bu son café, il est un peu énervé, donc... Et ça ira mieux tout à l'heure, dès qu'il aura fini tout ça. Normalement, tu تروحي طيبي لي القهوة فوالا. ميزوجين. وما تنساش راهي عندنا من بعد خدمة. كاسكات هذه منين جبتها؟ هذه عطاوها لي في الايروبور. ما تنساش لبسي الباسكيت نتاعك باسكو راه عندنا واش نمشيو اليوم. لازم بلادنا. وديري مليح في بالك بلي رانا جينا على هذا الشيء. بيان سور. فوالا انا عييت وانا نقعد غير في بارباس. حبيت تضربني شويه الشمس نتاع بلادي ولا واش قال؟ صح تضربنا الشمس كيف قول. ها voilà. واش السي بوعلم؟ Oui. واش نديرو درك؟ Eh ben écoute, je sais pas, on va attendre la prochaine question. Voilà, la prochaine question, bien sûr.
En tout cas, c'est très bien. Bon, après, vous l'avez dit, vous avez parlé tout à l'heure de quelque chose de très important, vous avez parlé de la lumière. Et la lumière, c'est quelque chose d'évidemment hyper important dans un spectacle de marionnettes. Oui. Parce que là, on a la chance de voir un peu et ce que l'on devrait voir, et aussi les coulisses, parce qu'en général, on ne voit pas trop les marionnettistes. Oui, tout à fait. Mais il y a deux types, il y a deux types d'écoles dans la marionnette. On est obligé de ne pas voir les marionnettistes, ou est-ce que il y a des écoles où on dit non, au contraire, il faut les montrer, les marionnettistes derrière, il faut leur donner vie aussi. Alors il y a énormément d'écoles en fait. Et ce qui est assez chouette avec les arts de la marionnette, c'est qu'il n'y a absolument pas de recette. En fait, chaque personne, chaque marionnettiste peut créer son propre univers, sa propre façon de... Par exemple là, les deux marionnettes qu'on a, ce sont des marionnettes... la technique qui est utilisée, c'est la même que celle des Guignols de l'info. La fabrication, c'est la même. Elles s'articulent et elles bougent et elles vivent comme celle des Guignols de l'info. Il est vrai que... parce qu'en plus de ça, ces marionnettes-là ont été construites par ces gens-là. D'accord. Voilà, donc elles ont été construites. D'ailleurs, je vais saluer la nef, puisqu'elles viennent de là, la nef de Pantin, qui est tenue par monsieur Jean-Louis Eken, qui est le directeur de ce lieu, qui est un lieu... La nef, c'est... La nef, c'est un établissement dont sa mission est d'accueillir des expériences autour de la marionnette. D'accord. Tu vois, d'expérimenter des formes complètement nouvelles, contemporaines, avec une écriture assez contemporaine, beaucoup sur le mot, beaucoup sur le verbe. Et on utilise ce genre de marionnette parmi... mais il y en a d'autres, il n'y a pas forcément que cette technique-là. Exact. Et pour revenir et pour répondre plus correctement à votre question, effectivement, il y a des familles, il y a le bunraku, il y a la portée, enfin il y a... Que le marionnettiste soit vu ou qu'il ne soit pas vu, en fait, ça correspond à un propos. Il faut que ça ait du sens. Si on veut effacer, en quelque sorte, si on veut effacer les marionnettistes, si on ne veut pas les voir, ça correspond à un propos, à un sens. C'est ça. Si on veut les voir, c'est autre chose. On appelle ça plus le bunraku. C'est une technique japonaise où effectivement on manipule une marionnette à plusieurs. Alors ça peut être 2, 3, 5, 4. Enfin, et par contre, il y a des codes. Par exemple, celui qui articule la tête, c'est le maître. D'accord. Et ensuite, le bras droit, c'est le premier élève. Bras gauche, c'est le deuxième élève. Le pied droit, c'est le troisième, etc., etc. Donc après, il y a une hiérarchie dans la manipulation. Donc ça, c'est le bunraku. Après, il y a... alors le bunraku, soit à visage couvert, soit à visage découvert. Mais qu'est-ce qui est le plus utilisé en Algérie? Alors en Algérie... Et on va finir avec d'ailleurs. Ouais, alors en Algérie, voilà, c'est les codes sont pas... Les codes sont pas forcément respectés. Oui. C'est là où il y a un petit hic. Il y a ce que vous dites vous, le marna, pas forcément... il n'y est pas apporté, on ne le voit pas, comme moi je ne le vois pas dans ce que j'ai vu, j'ai du mal à trouver les repères, à lire ce que font les gens. Alors, et le problème aussi, en parlant de lumière, parce que la lumière joue un grand rôle pour ça aussi. C'est cela. C'est-à-dire que ce soit à vue ou que ce soit caché, la lumière joue. C'est-à-dire qu'elle est découpée ou ouverte, mais elle est même découpée quand on voit. C'est-à-dire qu'on les devine, les marionnettistes. Même si ils sont à visage découvert, mais ils s'effacent quand même, ils arrivent à s'effacer. La prochaine formation que vous allez animer, ce serait pour quand et où? Alors la prochaine, je ne sais pas. Pas encore. Mais sinon, moi, dans mon programme, en France, oui, il y a beaucoup de choses. Mais pour l'Algérie, pas encore. Pour l'Algérie, pas encore. Et d'ailleurs, je veux juste ouvrir un truc là-dessus, c'est qu'on aimerait bien que ça s'ouvre, et on aimerait bien que, par exemple, ce genre de technique, celle des Guignols, elle puisse exister, mais vraiment dans toute sa dimension. C'est cela. Pas du semblant, mais vraiment avec des codes. Vraiment avec un sens logique. Merci d'avoir été là. On espère vous recevoir très prochainement. Oui. J'espère que vous reviendrez en tout cas. Bravo à vos deux artistes aussi.
Merci, merci mon fils, merci. Et passez une excellente journée. Marchez bien comme vous l'avez si bien dit. Bien sûr. Et puis on souhaite le meilleur en tout cas à vous tous et le meilleur à tous ceux qui nous regardent également. On se retrouve dans quelques instants nous avec la suite. Emad Lamouri, il y aura aussi Amir Berkan, il y aura Kenzan Echar. Alors ce sera dans quelques instants dans Société Civile. Juste après cette immersion dans la forêt de chênes de Sétif, le chêne vierge de Sétif avec Rahim Abdelaziz. On se retrouve juste après. S'étend la vaste forêt de chênes de Tementout. Les chênes et afares perdent leurs feuilles. Ce sont des espèces à feuilles caduques. Ce sont aussi des espèces qui affectionnent les hautes altitudes ainsi que l'humidité. Dans les bas étages règne le chêne liège et ses sous-bois. Le chêne liège est une espèce à feuilles persistantes. Les forestiers locaux constatent que les pressions anthropiques qui pèsent sur cette forêt écuyenne de chênes ont fragilisé ce milieu naturel. La forêt domaniale de Tementout est le prolongement naturel de la chaîne des Babor. Elle s'étend sur 3173 hectares. Elle est située à l'extrémité nord-est de Sétif, à 80 km du chef-lieu de Wilaya et à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau des côtes méditerranéennes. Cette forêt renferme 4 espèces de chênes, 1900 hectares de chênes zen, 340 hectares de chênes verts, 35 hectares de chênes afares. La forêt de chênes liège s'étend sur 900 hectares. Celle-ci revêt un caractère économique majeur. La forêt de chênes liège produit jusqu'à 650 quintaux à chaque récolte qui s'effectue une fois tous les 9 ou 10 ans en fonction des conditions climatiques. L'aire du chêne liège. Cette forêt fait partie intégrante de la réserve naturelle des Babor grâce à sa riche biodiversité floristique, notamment les plantes médicinales existantes, et à son avifaune rare, à l'exemple de la cite El Kabyle des Babor. La citelle dispose d'importants habitats à Tementout. Sa population est en nette progression et les Babor ne sont qu'à 7 km à vol d'oiseau d'ici. Des Babor, à partir de Serge Roul, apparaissent les forêts de Tementout et Temsguida. يا الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة الناطقة باللغة الفرنسية مرحبا بك عسلامة Quand ça commence avec Aslama, allez عربية تاعنا ça va l'anniversaire, ça va bien, tranquille. Monsieur Berkan, cher ami, ça fait un moment que je vous ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été interdit de télé, vous avez été interdit de déplacement, vous étiez en résidence surveillée? Alors, surtout pas à Canal Algérie. Parce que vous êtes chez vous ici, vous le savez. J'ai eu le plaisir de passer plusieurs fois chez ML, j'ai eu le plaisir de passer plusieurs fois à Canal Algérie depuis quelques années, mais j'ai davantage de plaisir de vous revoir, cher ami, aujourd'hui. Bienvenue. Et bien sûr de revoir Kenza. Eh ben oui. Avec Kenza Chara, aujourd'hui, on va parler de société civile, d'action sur le terrain, de ce que peut faire aujourd'hui la société civile pour lutter contre toute forme de pollution. Mais juste avant, je vous demanderai de vous redresser 2 secondes. Non au pétrole offshore en Algérie. C'est votre nouveau combat, ça. C'est clair, au moins c'est clair. Ouais. C'est écrit dessus, c'est comme le port d'Amsterdam. Au moins on annonce la couleur. Eh ben, très bien, on y va. Très bien. Donc justement, qu'est-ce que font les associations pour la protection de la biodiversité marine en Algérie? Et pour ça, on accueille Amir Berkan, qui est le porte-parole du réseau national de la protection de la biodiversité marine, le Probium. Donc bienvenue Amir. Merci. Et dites-nous un petit peu, qu'est-ce que le Probium? Alors, le Probium, c'est le réseau algérien
pour la protection de la biodiversité marine. C'est un réseau qui s'est constitué en 2014 autour, vous le souvenez, et j'étais passé notamment à Canal Algérie en parlait, autour de l'expédition MED. À l'époque, c'était ce voilier scientifique qui venait sensibiliser sur les microplastiques. Et microplastiques qui, depuis, ont été donc une victoire sur ce sujet, qui ont été officiellement intégrés comme paramètres d'analyse de la pollution marine. Donc c'est un des dossiers sur lequel avait travaillé le Probium et sur lequel nous avions eu gain de cause. Autre combat du Probium depuis 2014, vous vous en rappelez, et nous étions passés à Canal Algérie comme à chaque fois, et à Bonjour Algérie comme à chaque fois. C'était les récifs artificiels, vous vous souvenez, c'était ces opérations d'immersion de ces structures sous-marines qui sont là pour recréer la biodiversité marine et ramener le poisson là où il n'existe pas ou là où il n'existe plus. Et ce film, Les Maisons de la Mer, d'Hamza Mendil, que nous avions produit, qu'on salue énormément, qui doit nous regarder, Hamza, qui nous avait fait un très très beau film qui s'appelle Les Maisons de la Mer et qui a été primé dans un festival international à Marseille par une palme de bronze. Bref, ce sont là les dossiers, les grands dossiers qu'a traité le Probium. Et je l'avais dit sur ce plateau, en général, nous on prend un dossier à la fois. On évite de se dispatcher sur plusieurs thématiques. Alors, justement, comment vous faites? Est-ce que je sais que le Probium privilégie toujours le dialogue. Donc, quand vous travaillez, exemple concernant la concrétisation justement des récifs artificiels, qui est une grande concrétisation, au point d'en arriver à carrément promulguer une loi. Donc, dites-nous un petit peu comment vous avez fait par rapport à cette expérience-là. Vous le dites très justement, nous sommes des gens de dialogue, nous sommes des gens de science, nous sommes des gens d'échange. On aime bien être autour de la table, comme ce matin avec vous, chers amis. En fait, sur les récifs artificiels, ça a duré quand même 2 années. Où les échanges, le dialogue avec, à l'époque, ce qui était le ministère des Pêches, qui est devenu la Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, et le ministère de l'Environnement à la fois, nous avons discuté d'un texte réglementaire qui a régi l'immersion de ces récifs artificiels. Autrement dit, il n'y avait pas de loi pour organiser tout ça, et grâce à cette initiative du Probium, mais grâce, vous le dites très justement, Kenza, au dialogue, à l'échange avec le gouvernemental, parce que nous partons du principe que le dialogue est à la base de cette collaboration entre le gouvernemental et le non-gouvernemental. Et en fait, effectivement, c'est une des rares fois où la société civile a pu proposer une loi qui est passée en Conseil des ministres et qui a été adoptée en janvier 2017. Magnifique. Une très belle victoire de notre réseau qui compte une trentaine d'associations, autant d'intervenants, d'experts, de spécialistes. Donc des associations toutes à caractère environnemental et aussi dans le tourisme. Aussi, des associations de plongée et aussi il y a un aspect dont on est fier en Algérie. Nous sommes peut-être un des rares réseaux écologistes qui compte des associations de pêcheurs. Alors, certains de mes amis écolos dans le monde ne comprennent pas ça, mais ils ne comprennent pas, par exemple, notre pragmatisme sur l'aquaculture. Mais je leur explique qu'en Algérie, il y a une composante sociale. Il y a une nécessité socio-économique. Exact. Nous ne pouvons pas aller en opposition avec des concitoyens qui doivent vivre de leur pêche. Et c'est justement ces amis pêcheurs, c'est à cause d'eux que je suis là aujourd'hui. Magnifique. Donc justement, alors tout ce tissu-là a fait que maintenant vous avez acquis une très grande expérience. Et là, vous avez proposé carrément l'engagement écologique, et carrément sans proposition pour justement une Algérie encore beaucoup plus écologique et plus respectueuse de l'environnement. Alors, l'engagement écologique, c'est vraiment le fruit de l'expérience de notre équipe depuis quasiment 10 ans, depuis les 5 ans du Probium. Et grâce à une tournée de 2 années, nous sommes partis vers le gouvernemental, nous sommes partis dans les universités, dans les écoles, voir les spécialistes, voir les agriculteurs, voir les pêcheurs. Nous sommes vraiment allés sur le terrain pour rencontrer tous les intervenants dans ce projet. C'est quoi l'engagement écologique? Ce sont 100 propositions concrètes, techniques, pratiques. Ce n'est pas de la philo, hein. On est vraiment allé sur du technique, sur des chiffres. Ce sont 100 propositions que nous avons divulguées en décembre dernier
que nous avons rendu public et dont absolument pas, nous ne revendiquons pas la paternité. Maintenant, c'est une initiative qui appartient aux Algériens. Et nous avons invité et le gouvernemental et les associations et tous ceux qui peuvent agir pour appliquer ces propositions à les mettre en œuvre. Mais ça va de l'éducation environnementale à la recherche scientifique, en passant par l'industrie, les énergies renouvelables, la protection de la biodiversité, la création d'une police environnementale. Il y a 20 chapitres. L'agriculture bio, évidemment, l'énergie, dont nous allons parler aujourd'hui, que ce soit la place que malheureusement tiennent les énergies fossiles en Algérie avec le pétrole et le gaz, mais aussi ce qui devrait se faire. Donc concrètement, depuis décembre, est-ce qu'il y a eu une prise de considération de ces recommandations? Est-ce qu'il y a eu un petit changement? Alors, sur les 100 propositions, déjà 3, nous félicitons que le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables ait repris 3 de nos propositions sur la taxe du plastique importé, la relance des clubs verts. Sur l'éducation environnementale, nous n'avons pas la même approche, le ministère et nous. Eux veulent renouveler ce qui a été fait avec le ministère de l'Éducation. Nous, on propose carrément une matière obligatoire à l'école qui sera validée au BEM, au bac et à la 6e, carrément. Voilà. Parce qu'on a été à l'école publique et nous savons que quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas sanctionné par un examen, peut-être les écoliers et les élèves sont moins tentés de se passer. Très bien. On espère l'application de ces 100 propositions, Inch'Allah. Donc dites-moi, et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le réseau Probium se fait? Ma chère Kenza, en ce moment, nous sommes tristes au Probium. Nous sommes vraiment tristes. Les associations de pêcheurs partenaires sont tristes. Les associations écologiques sont tristes parce que la décision d'explorer le pétrole offshore en Algérie, à commencer par les côtes entre Annaba et Skikda, a été prise sans consultation de la société civile, sans consultation des pêcheurs, sans consultation des universitaires, sans consultation des scientifiques, sans consultation des élus locaux, sans consultation de ce qu'on appelle les populations locales. Des élus locaux qui auraient dit oui dès le départ. Il y a des élus locaux qui font... tu sais, Mahrez, franchement, sur ce dossier, quand on voit la mobilisation qu'on a eue il y a 2 jours à Annaba au sein des pêcheurs, c'est autant d'électeurs potentiels. Là, moi, je pense qu'un politicien un peu malin, il surferait tout de suite sur la vague et viendrait défendre. Parce que là, c'est toute la population de Chetaibi qui est scandalisée. Ce sont les pêcheurs d'Annaba. Mais qu'est-ce que l'offshore? Alors l'offshore, j'ai oublié de rappeler, même si beaucoup de nos téléspectateurs de Canal Algérie savent ce que c'est. L'offshore, c'est le forage de pétrole en mer. D'accord. Donc c'est les plateformes pétrolières. Hyper polluantes. Alors, j'y viens. Ce sont ces plateformes qui sont installées pour pomper du pétrole en mer. Oui. En ce moment, depuis 3 semaines, il y a 3 bateaux d'une société britannique qui ont été affrétés par la Sonatrach, qui font ce qu'on appelle du mapping sismique. Le mapping sismique, c'est quoi? C'est un énorme bateau, vraiment monstrueux. Les bateaux sont là? Ils sont là depuis 3 semaines. D'accord. Les bateaux, donc il y a le premier qui porte bien son nom, qui s'appelle le Titan, qui fait 100 mètres de long sur 70 mètres de large, et qui derrière, ce sont des kilomètres de câbles. Et en fait, ils font des impulsions d'air comprimé qu'ils envoient vers la roche. Comme ce qui est fait sur Terre pour voir si les sols regorgent de pétrole, d'eau. C'est ce qu'on fait avec de gros camions, avec des pneus qui font 4 fois votre taille et qui marchent et qui travaillent effectivement sur la partie sismique pour causer des tremblements qui vont vous permettre d'analyser les sols. C'est ce qui est fait en mer aussi. Bravo. Et c'est fini, quoi. Mais comment votre combat, il est mort d'avance, quoi. Alors, non. Quoi, vous allez bloquer un titan? Alors, un titan et c'est 2 titans qui la suit? C'est 2 toutous. Titou. Non, Toutou, on l'a laissé pour un Toutou acide. L'abruti qui, à partir de Londres, a envoyé des messages complètement fous envers la femme. À toi, si je t'attrape, là, je te refais la culotte et les couches avec. Tout le monde a condamné. Mais quelles ont été vos revendications, justement? Parce que d'accord, ok, il y a des ondes sismiques qui sont enfin, il y a des explosions, mais concrètement, les pêcheurs, en quoi ça peut atteindre justement le pêcheur? Il y a 3 soucis. Le premier, ça a été fait sans consultation.
D'accord. Nous ne sommes plus à une ère où on ne consulte plus la société civile. Amir Berkane, depuis quand on consulte ici? Ah ben, il va falloir se ouais, non mais depuis quand? Mais alors, non, mais ça a été fait. Vous êtes bien mignon, mais vous avez vu la révolte, la révolte et l'opposition au projet de gaz de schiste et de pétrole de schiste en 2014. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train de le relancer. On est en train de relancer quoi? Le schiste. Oui, très bien. Voilà, ils sont en train de relancer. Mais crier fait, si c'est pas des millions qui... on continuera. Il faut c'est tout le combat de la société civile, c'est qu'il faudrait qu'elle se fasse entendre et surtout écouter. Il ne faut pas lâcher. Mais là, il n'y a pas que la dimension écologique, il y a une autre dimension qui est sociale. Parce que ce que j'expliquais à Kenza, c'est que quand ces bateaux sont arrivés, d'abord, il n'y a pas eu de consultation. Et pourquoi je dis il n'y a pas eu de consultation? Parce que j'y viens, si il y avait eu des consultations, on ne serait pas devant le problème actuel qui est qu'il y a un mois, il y a eu un affichage au niveau des directions de la pêche en disant que voici la zone qui est au large du Cap de Fer entre Annaba et Skikda, voici la zone interdite dorénavant. Parce que, évidemment, les pêcheurs... Ah, on a averti quand même. Ils ont fait un affichage en disant... Vous n'allez plus là. Bon, ils ont averti un mois avant. Hein. Et ils ont pas dit pourquoi. Il aurait fallu discuter de ça il y a un an. Pourquoi je te dis ça, mon cher Mahrez? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a 2 jours, les pêcheurs de Chetaibi et les pêcheurs de Annaba nous ont rejoints sur un sit-in à Annaba au cours de la Révolution. Et ils nous ont dit concrètement, je vais te raconter ce que m'ont dit nos amis pêcheurs. Ils nous ont dit, on n'a pas travaillé pendant 3 mois à cause du mauvais temps. Le 1er avril, sans jeu de mots, en principe, on commence la pêche à l'espadon pendant 3 mois. Et le bateau, ayant eu du retard, se retrouve en pleine période de pêche de l'espadon. Oui. Et en zone de pêche, parce que la zone, malheureusement, où se fait le mapping, où se font les explorations, c'est exactement la zone de pêche de ces gens-là. Donc concrètement, un pêcheur qui te dit j'ai pas travaillé depuis 3 mois, on m'interdit de travailler pendant 3 mois, dit je le repos biologique pendant 3 mois. C'est que la Sonatra peut exploiter, c'est l'espadon de schiste quoi. C'est concrètement on a des gens qui ne vont pas travailler 6 mois. Alors Hada il te pose la question, ils m'ont fendu le cœur il y a 2 jours. Concrètement, comment on fait pour le coup fin de Ramadan la semaine prochaine? Cas concret, vivant, humain. Ce qu'on n'a pas compris la Sonatrach, c'est que ces gens-là ne sont pas des statistiques. Ce sont des familles avec des enfants. On ne peut pas arriver comme ça, sans études préalables, sans discussion préalable. Ils auraient discuté avec les associations, les pêcheurs, il y a 1 an, ils auraient détecté par exemple ce problème. Mais quand on arrive comme ça, à la cow-boy, c'est pour ça que nous on appelle ça le néocolonialisme énergétique. On arrive sans consulter personne, on se plante quelque part. Qu'est-ce qui donne le droit? J'ai posé la question à des cadres de Sonatrach dans un cadre officieux il y a 2 jours. Qu'est-ce qui donne le droit à Sonatrach de décider si on est pour ou contre le fait qu'on nous plante des plateformes? Vous avez répondu, c'est la stratégie énergétique et c'est la seule ressource de l'Algérie. On fait du pragmatisme écologique. Oui. On fait du pragmatisme écologique. Moi, je vous pose des questions, c'est tout. On est pragmatique sur des sujets écologistes, on a été pragmatique sur, par exemple, l'aquaculture, on a été pragmatique, on sait qu'on a besoin d'aquaculture malgré son impact, parce que sinon le citoyen va continuer à payer son poisson 2000 dinars au lieu de payer 800 dinars. On a 600 dinars la sardine, il faut se poser la question, le plat du pauvre est devenu... Eh bien, avec une marée noire, imagine combien coûtera le poisson, mon cher Amir, juste peut-être certains de nos téléspectateurs vont dire la Norvège, ça existe, ils font de l'offshore. Donc pourquoi est-ce que chez nous, ça ne se ferait pas? C'est mignon à poser comme ça. Mais c'est vrai, c'est l'argument qui revient. C'est un argument qui est revendiqué par beaucoup de personnes, justement. Allez, vous répondez à cette question et on clôt. Alors, la Norvège... J'ai envie de passer un bon week-end avec ma femme. Ils n'ont pas le choix d'abord parce qu'ils n'ont pas autant de onshore, c'est-à-dire de pétrole à terre que nous. 2, la Norvège, il y a 10 jours, le Parlement a voté un retour sur le offshore. Et parce que le danger, Kenza, c'est quoi? En 2010, on se rappelle que la plateforme Deepwater aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, a eu un souci. Ce sont 5 millions de barils qui ont été déversés. C'était pas un souci. Ils appelleraient ça un incident. Un incident, oui. 5000 km² de mer polluée, 1700 km de côtes polluées et le tiers des côtes américaines interdites à la pêche. Est-ce que Lyon, on peut se permettre en Algérie ce genre de risque? Qui décide de prendre ce genre de risque? La sardine coûtera 16 000 dinars le kilo. Non, un peu plus que le SMIC, tiens. Le SMIC le plus ridicule de la planète, 18 000 dinars.
Profitant donc de notre soleil, je pense. Ouais, on rappelle juste, pendant un moment où vous êtes appelé Ahmed, dans ce qu'on appelle nous un synthé. Hein. Le synthé, c'est le nom qui va s'afficher en bas de votre écran. Alors, c'était juste pour rendre hommage à tous les Ahmed. Non, mais on a corrigé après. Hein. On a bien évidemment corrigé Ahmed Belkan. Merci d'avoir été là, docteur. C'est bonne moi. chance. Et pour terminer, je vous offre juste 2 t-shirts de l'opération. Ouais. Ah bah c'est super. Je le porterai cet après-midi, moi. Oh, en L, il m'a vu mince, lui. Hein. Ah bah... Et voilà. Merci. Merci. Voilà. Je donnerai à Myriam, la plus grande des militantes. Voilà. Et d'ailleurs, elle m'a offert... comme elle sait que je suis un hyperactif et que je dois jouer avec mon stylo et que je sais pas si on peut... Alors que je passe mon temps à faire ça et tout. Donc du coup, elle m'a offert ça. Voilà. Et je tenais à la remercier en direct. Voilà. Et longue vie à sa maman. Merci beaucoup. Ça me permet de calculer. Alors du coup, les invités, ça les ennuie, c'est pas grave. Allez, merci encore. Bonne chance. Hein. Oui. Bonne chance et bravo pour votre combat. Nous, on pose des questions. Bon, après, on n'est pas avec vous sur le terrain, mais on sait que ça doit être difficile. Mais bravo, hein, bravo. Vous jouez un rôle central. La sensibilisation. Très bien. Probium. Réseau algérien pour la protection de la biodiversité marine, mesdames, messieurs. Merci Kenzan Chab. C'était un plaisir. Vous avez porté cet après-midi? Évidemment. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Les luttes, elles sont diverses, mais le but est le même. Merci Ahmed Belkan, merci d'avoir été là. Allez, quant à nous, l'exposition, tiens, on va en parler. Cette fameuse ce fameux portrait de cette femme artisane passionnée, mais et d'ailleurs c'est à l'occasion du mois du patrimoine, qui est passionnée d'ailleurs par le patrimoine, qui œuvre aussi pour sa sauvegarde et sa protection. On vous propose ce portrait qui est signé Samia Bouarou d'ailleurs, et on se retrouve juste après avec Ahmed Lamour. Allons-y. Le tamis ou le gharbel est la source d'inspiration de Nesrine Boulsen. Cette jeune fille dotée d'un sens aigu de la créativité trouve tout son bonheur dans cet art et cet ustensile, c'était tout simplement son coup de cœur. Je voulais offrir un tamis miroir à ma belle-sœur et j'en ai pas trouvé. En fait, j'ai essayé d'en trouver sur internet, mais ce n'était pas disponible. Du coup, je me suis dit, bon bah, je vais essayer d'en faire un. Je suis allée en acheter un et j'ai commencé à travailler dessus et puis ça me plaisait. Chaque coin de sa maison raconte un voyage, un souvenir et une partie de sa vie. Aujourd'hui, c'est grâce à sa mère et ses encouragements qu'elle réussit à pénétrer l'univers de l'art. Ma mère a toujours été une grande bricoleuse déjà à la base. Elle utilise beaucoup ses mains à la maison, tout ça. Et elle fait donc voilà, elle fait beaucoup de peinture, la kasbah, surtout les portes de kasbah, elle adore ça, les femmes en haïk. Donc elle a toujours la tradition. Et puis voilà. Vous avez grandi dans cette ambiance. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je pense que c'est non seulement c'est dans les gènes, c'est-à-dire je pense que c'est ma mère qui a ce côté-là artistique. Nesrine travaille essentiellement à base de matières de récupération pour revaloriser une partie de notre patrimoine. Celui-ci, par exemple, c'est un tissu qu'on a ramené du Mali il y a à peu près 30 ans. Donc c'est un tissu qui est dans ma famille depuis 30 ans maintenant. Je l'utilise un peu pour faire des tamis ou des paniers. Et puis je récupère aussi surtout, en fait pour l'instant, c'est surtout des tissus qu'on me donne. Ça c'est mon ami qui me l'a donné. Il y a aussi des morceaux de cuir, du cuir ancien. Donc il a vraiment une bonne odeur de cuir. Son aventure a commencé il y a à peine 2 années à travers sa page sur les réseaux sociaux Yeddina, un rêve qui devient réalité. Et l'ambition de Nesrine se trace de jour en jour. Ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est l'industriel, donc tout ce qui est peut-être aller dans des usines désaffectées ou des usines qui sont toujours en marche, et puis récupérer des choses dont ils n'ont pas besoin. Et en faire, leur donner une autre utilité, quelque chose qui pourrait nous servir dans notre quotidien. Moi, j'aime ça, l'industriel. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la restauration de vieux meubles, redonner vie à ce qu'on croyait mort ou à ce qu'on a oublié, en fait.
Oh là là, c'est mignon les chats. Miaou. Morminouche, L'image après le chat, Ahmed Lamouri, bonjour. chat poilu, bonjour. On a été camarades à la radio pendant quelques années. Comment ça va depuis? Qui m'a aidé au plateau télé. En fait, on m'a dit là, ça fait 1 heure, mais bonjour, ça va, Deriba. Alors, comment tu vas? Ça va, ça va. Tranquille. Alhamdoulilah, super. Ahmed Lamouri. Alors, il est musicien, violoniste. Il fait partie de plusieurs orchestres. Ça, c'est pas écrit, il le sait, hein. Non, À la base. les gens pensent souvent quand je baisse la tête, c'est que je lis rien du tout. C'est un tic. Je me concentre avec mon cerveau. لازم يهبط باش يدير بلاصتو السيرفو. T'as vu quand ta manette elle branche mal, tu dois jouer comme ça. Il joue pas avec une manette, il joue pas avec le stick arcade. Mais ça tombe bien, on va en parler. Non mais alors il est musicien, bon ça on le sait, passionné de jeux vidéo. D'ailleurs tu avais fait un super spectacle qui a tourné d'ailleurs, avec sur scène piano-violon. Il fallait jeux avec public et tout. D'ailleurs, si vous souhaitez faire un petit spectacle sympa et qui vous sorte de l'ordinaire d'un artiste qui vous demande 300 000 balles, alors que si vous le mettez sur scène, sa billetterie ne ramènera pas la moitié, appelez Ahmed Lamouri. Vous verrez, c'est plus drôle, c'est plus sympa. Il coûtera la moitié et il ramènera la moitié. Alors, il ramènera plus. Non, mais ce qui est sûr, alors du coup, il y a cette émission radio. L'émission radio, c'était sur les jeux vidéo. Alors, principalement, on avait commencé avec l'émission Zayed Gamer. Tout au début, ça s'appelait JDDG, si tu t'en rappelles. Exact. Ça s'appelait juste le journal du Zayed Gamer. Parce qu'il y avait tout un concept autour. Il y avait une émission radio, télé, web et un journal, peut-être aussi un magazine. Donc, je me suis dit, bon, c'est trop compliqué, trop long. Khaliha Zayed Gamer, parce que Zayed Gamer pourra devenir lui-même un concept qui va tout regrouper en fait. Alors, du coup, on entame le sujet du jour, comme annoncé ce matin. Mohamed Rekkah, bonjour. Bonjour. Bienvenue, alias Aridoun. Pourquoi Aridoun? Parce que c'est un pseudo que j'ai choisi il y a longtemps. En relation avec? Qui fait référence à? Référence à un certain personnage du jeu. Street Fighter? Non, un autre jeu. Lequel? En fait, c'est entre deux personnages. En fait, j'ai combiné le nom. Harry et Doun? Non. En fait, il joue à devinette, voilà. Vas-y, on joue Mahrez, vas-y. Alors, quel jeu? C'était Street Fighter? Non. Dans l'histoire. Alors, du coup, bon, ce qui est sur première participation algérienne au circuit professionnel Capcom Pro Tour Street Fighter en Malaisie. Ça, on en avait parlé avant ton départ, en coulisses, bien évidemment. Alors, avec une équipe qui s'appelle Zayed Gamer que tu manages, qui a été classé 25e sur 104 nations participantes. Non, pas de nations, 104 participants, tout simplement. Ah, on va expliquer rapidement à nos amis téléspectateurs, parce que, en fait, c'est donné à tout le monde de participer. Il faut juste pouvoir faire le déplacement, payer le billet, voilà, argent. Et on va y revenir, hein, parce que c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi ça qui peut nous donner la possibilité de nous déplacer, de voyager. En fait, une structure ou quoi que ce soit. Toi-même, Mahrez, tu peux aller participer. Ouais. Je t'assure, hein, vraiment, c'est pas juste pour te remonter le moral ou quoi que ce soit, mais tu peux aller participer. Tu vas perdre au premier tour. Voilà, voilà, c'est clair. Mais bien évidemment, on n'a pas choisi n'importe quel joueur. C'est ça. J'ai choisi le top 3 algérien de Street Fighter. Ils sont 3 en fait à être très bons. Kayen Mohamed, ici présent, Aridoun, Kayen Khairo, qu'on salue, et bien évidemment Idriss, le plus jeune de l'équipe. C'est toi qui as monté cette équipe? Alors, c'est une équipe qui est naturellement constituée parce qu'ils tlaqaw tout le temps, ils jouent tout le temps ensemble. Non, mais Zayed Gamer. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est moi. Et vu que ça rentrait dans le concept de l'émission Zayed Gamer que je faisais à la chaîne 3 et dans le concept que je dois faire aussi sur le web et à la télévision, donc je me suis dit autant avoir également une équipe e-sport, une vraie équipe e-sport qui va représenter l'Algérie. Donc on a le drapeau ici, on a le drapeau sur nos t-shirts parce que ça a une petite mouchki là, le drapeau. Comme ils ne connaissent pas l'Algérie, ils ne connaissent pas le drapeau algérien. Le premier match qui avait été disputé par Idriss, d'ailleurs, le plus jeune de l'équipe, le drapeau est à l'Albanie. Parce que quand vous tapez AL, qu'un ALB, Albanie, ALG, Algérie. Du coup, ils ont cliqué sur le premier venu, ils ont lancé. Ça a été corrigé rapidement. Oui, j'étais en train de filmer, j'étais en train de dire dans la vidéo, première participation, t'as des joueurs algériens, je vous le drapeau d'Adzé. C'est pas drapeau d'Adzé là. Je suis rapidement parti leur dire, s'il vous plaît, hein, pas de problème, ils ont réglé en 2 temps 3 mouvements. D'ailleurs, si on peut voir quelques photos, il y a, vous mettrez dans l'ambiance, on voit le drapeau algérien pour la première fois dans une compétition, dans une vidéo qui est sur le streaming officiel du tournoi.
Oui, c'est une fierté. C'est une fierté, On va voir premièrement. quelques images que vous pourrez commenter. Que vous pourrez retrouver d'ailleurs aussi sur la page Zael Gamer. Donc si les gens veulent en attendant faire un petit tour, voilà, sur Facebook Zael Gamer. Le site est en construction, zaelgamer.com. DZAIR. C'est quoi ton ambition? C'est de monter une équipe c'est de monter plusieurs équipes, plusieurs teams de jeux vidéo? C'est quoi? Déjà renforcer l'équipe. Ouais. Renforcer l'équipe parce que je pense qu'on peut demander à Mohamed son expérience. Il joue depuis un moment. Voilà, là on peut voir à l'image Idriss. C'est le plus jeune de l'équipe. Et je crois que grâce à cette compétition, grâce à cette participation, là on voit Hero Dodo, pseudo KX, avec Tokido. Alors à la droite, le japonais Tokido qui est le meilleur joueur au monde. Et là Idriss contre Bonchan, aussi l'un des plus grands joueurs du monde. Mohamed, tu voulais faire un commentaire? Tokido parmi les meilleurs joueurs du moment. C'est depuis 3. Voilà. Alors Adi, c'est une photo, si on peut rester sur cette photo, c'est une photo historique parce que le côté gauche de la photo, vous voyez. On voit Mohamed au fond. Hein. Voilà, on voit Mohamed et à côté Idriss avec la casquette. C'est une photo, on n'aurait jamais imaginé la vivre. N'est-ce pas, Mohamed? Même moi, tu sens l'émotion dans son regard. Parce que imaginez, vous êtes assis devant les meilleurs du monde. C'est comme si vous étiez un joueur de tennis amateur, que vous rêviez d'être aux côtés de Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, et que vous jouez avec eux. À côté d'eux, vous êtes sur la même photo. C'est une consécration, je pense, que tu as toute une vie de jeux vidéo, parce que voilà, c'est toute une vie, toute une passion qu'on essaie de mener à bien. Alors ça, c'est Hero contre son adversaire. Donc vous pouvez voir que tout le monde a eu l'occasion de monter sur scène, de jouer, et que leurs matchs ont été streamés. Franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Mohamed, le sérieux. Je crois que j'ai jamais vu Mohamed Agdak aussi concentré. Alors, du coup, tiens, Mohamed, on va prendre votre expérience. Ça fait combien d'années que vous jouez à Street Fighter? Donc, Street Fighter, je joue depuis l'enfance, mais j'ai percé dans le jeu depuis des années, presque maintenant 10 ans. Vous faites quoi dans la vie en parallèle? Maintenant, je suis commerçant. Vous êtes commerçant? Ouais. Et vous jouez combien d'heures par jour? Bon, c'est pas question d'heures, c'est juste, par exemple, il faut jouer de 1-2 heures maximum. Pour optimiser l'entraînement, en fait. C'est une question, tu vois, dès que tu as posé cette question, il a dit, parce que c'est une question, à chaque fois, qui revient, parce que les gens croient qu'il faut s'entraîner 8 heures, 10 heures par jour. On leur pose la question. Non, mais c'est bien de poser la question, parce que si on était vraiment une communauté qui existait vraiment sur tout le territoire national, avec une centaine de joueurs dans chaque wilaya, dans chaque région, oui, je pense qu'il faudrait arriver à ce niveau de s'entraîner 8 heures par jour, pas jouer seulement à la console 8 heures par jour. Il y a des entraînements comme pour les sports, comme n'importe quel sport classique. On visionne les vidéos, les matchs des adversaires, nos propres matchs pour voir les erreurs, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qu'on garde pas. La partie technique, la partie théorique. Par exemple, il y a des personnages qui ont telle technique, ce qu'on appelle le frame data. Franchement, on ne sait pas à quel point le jeu vidéo peut être très technique. Et ça, c'est une toute petite partie de l'industrie du jeu vidéo qui est le e-sport et spécialement le jeu de combat et le jeu Street Fighter. Donc, cette expérience, vous l'avez vécue comment? Pour moi, c'était vraiment un rêve parce que j'ai vraiment envie de participer dans un tournoi international avec des grands joueurs que je connais depuis plusieurs années. Et qu'on voit que sur YouTube. Vous étiez stressé? Bien sûr, pour la première fois, j'étais vraiment stressé avec le reste de l'équipe. Vous avez gagné combien de matchs? Alors normalement j'ai perdu 2 matchs et j'ai gagné 5 matchs. 5 matchs, c'est énorme, c'est énorme. Mais bon, moi j'étais sûr qu'ils allaient gagner au moins 2-3 matchs, mais... on a fait mieux. C'est pas mal, mieux, et mieux encore, c'est que après le tournoi, parce que c'était étalé sur 2 jours, à la fin du premier jour, ils ont eu la chance... Malaisie, exactement. Ils ont eu la chance de disputer quelques matchs amicaux avec les pros qui étaient présents. Et ils ont pu gratter plein de matchs, plein de parties. Allez, on finit avec un mot. Comment on finance un mot, argent. Et comment tu fais? T'as dit un mot, argent. Sponsor. Est-ce que tu en as aujourd'hui? Concrètement, j'en ai pas des concrets. Il y en a qui donnent des promesses, des trucs, etc. Donc, regardez, Mohamed, il est là, il est motivé, il a besoin de participer. Donc, argent. Il y a la page Zael Gamer, vous pouvez nous contacter. Et voilà. Sinon, Haïton Mahrez, avec plaisir. Allez, camarades, c'était un plaisir. Vous pouvez suivre Zael Gamer, le site internet bientôt, mais sinon la page Facebook avec l'émission et sur le web et l'émission télé et bien évidemment l'équipe réelle qui existe en espérant qu'il y ait beaucoup plus de participants. Ciao camarades. Ciao camarades. Allez, au revoir. Allez, ciao.